Et si les personnes qui vivaient le plus longtemps sur Terre ne faisaient rien de compliqué? Pas de pilules, pas de médicaments, juste la même nourriture que leurs arrière-grands-parents. Sur une petite île du Pacifique, les Japonais, hommes et femmes, vivent couramment au-delà de 90 ans avec un esprit vif, des os solides et sans jamais avoir mis les pieds dans une pharmacie. Les scientifiques n'ont pas écarté cette hypothèse. Ils sont venus en avion pour l'étudier. Et ce qu'ils ont découvert sur ces tables de cuisine a changé la façon dont les chercheurs en longévité envisagent l'alimentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 20 aliments qui sont au cœur de cette découverte. Des aliments dont la science prouve aujourd'hui qu'ils réduisent le vieillissement cellulaire, reconstituent le microbiome intestinal, protègent le cerveau du déclin et maintiennent le système cardiovasculaire en état de marche des décennies au-delà de l'âge où il devrait défaillir. Restez avec nous, car le numéro 11 de cette liste est un fruit amer d'Okinawa que la plupart des Occidentaux n'ont jamais touché et qui a un effet documenté sur la régulation de la glycémie, auquel les sociétés pharmaceutiques prêtent discrètement attention. Le composé numéro 15 est utilisé au Japon depuis 10 000 ans, et la science nutritionnelle moderne le considère comme l'une des sources les plus riches en ce composé. Ce n'est que récemment qu'elle a donné son nom à une vitamine de longévité. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine un savoir ancestral étayé par des données scientifiques rigoureuses, abonnez-vous dès maintenant. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 super aliments japonais qui inversent le vieillissement, classés d'extraordinaire à véritablement transformateur. 1. Le natto. Les aliments fermentés que la médecine occidentale commence à peine à comprendre. Il n'existe pas d'initiation en douceur au natto. Elle est filandreuse, piquante, sombre et collante d'une manière qui défie toute description facile. Et on en mange au Japon tous les matins depuis plus de 1000 ans. Ceux qui en avaient consommé n'avaient pas besoin d'une étude pour savoir que ça fonctionnait. Ils ont continué à en manger. La science moderne a fini par rattraper son retard. Le natto est fabriqué en faisant fermenter des graines de soja entières avec Bacillus subtilis, une bactérie qui produit l'une des enzymes les plus intéressantes sur le plan clinique jamais isolé d'aliments. Nattokinase. La nattokinase est une enzyme fibrinolytique, ce qui signifie qu'elle décompose la fibrine, la protéine qui forme les caillots sanguins. Les recherches cliniques ont démontré qu'il réduit la viscosité sanguine, diminue le risque de thrombose et améliore sensiblement la circulation. Ce sont là les mécanismes précis qui sous-tendent les causes les plus fréquentes d'AVC et de décès cardiovasculaires chez les populations vieillissantes. Et la voilà dans un récipient en polystyrène, sur une table de petit déjeuner japonaise. Outre la nattokinase, le natto est l'une des rares sources alimentaires de vitamine K2 en quantité significative. La vitamine K2 est le nutriment qui active les protéines qui extraient le calcium des parois artérielles et le déposent à la place dans les os. La plupart des Occidentaux vieillissants en sont gravement carencés, ce qui explique en partie la fréquence élevée de la calcification artérielle. Les populations japonaises consommant régulièrement du natto présentent des marqueurs cardiovasculaires et une densité osseuse nettement supérieure à ceux des populations n'en consommant pas. L'activité probiotique ajoute une dimension supplémentaire. Bacillus subtilis survit au passage dans le tube digestif, contrairement à de nombreuses souches probiotiques, en colonisant l'intestin et en contribuant à la diversité microbienne. La teneur en protéines est comparable à celle de la viande. La texture nécessite un ajustement. Les avantages, eux, ne le sont pas. Utilisation traditionnelle chaque matin sur du riz avec un œuf cru et de la sauce soja. Non pas comme médicament, mais simplement au petit déjeuner. 2. Matcha. L'extrait concentré de 1000 ans de culture japonaise. Bien avant que le matcha ne devienne un ingrédient des lattes dans les chaînes de café. C'était la pièce maîtresse de toute une philosophie culturelle japonaise.
La cérémonie du thé n'était pas centrée sur le thé. Il s'agissait d'attention, de présence et de s'exercer à faire une seule chose complètement. Il s'avère que le thé lui-même accomplissait quelque chose de remarquable depuis le début. Le matcha n'est pas du thé infusé. Il s'agit de la feuille entière réduite en poudre et consommée telle qu'elle. Cette distinction est importante car le composé le plus puissant du thé vert, l'EGCG ou épigallocathéine galate, est présent à des concentrations jusqu'à 10 fois supérieures dans le matcha que dans une infusion de thé vert standard. L'EGCG est l'un des polyphénols les plus étudiés dans le domaine de la nutrition. Ses effets documentés comprennent la suppression des voies de signalisation inflammatoires, l'inhibition de la prolifération des cellules tumorales, la protection des cellules cérébrales contre les dommages oxydatifs et l'activation de l'autophagie, le processus de nettoyage cellulaire par lequel le corps démantèle et recycle les composants cellulaires endommagés. L'autophagie est aujourd'hui considérée comme l'un des principaux mécanismes du vieillissement biologique. Cela ralentit avec l'âge. Le GCG le stimule. Le matcha contient également de l'éléanine, un acide aminé qui traverse la barrière hémato-encéphalique et favorise la production d'ondes alpha. Les ondes alpha correspondent à l'état cérébral associé à un état de calme et de vigilance concentrée. L'association d'L-théanine et de caféine, que contient également le matcha, produit un état cognitif que le café ordinaire ne peut reproduire. Attention soutenue sans pic de cortisol. Réfléchir clairement sans s'effondrer. Pendant des siècles, les moines japonais en ont bu avant de longues séances de méditation. Ils ne l'ont pas qualifié de nootropique. Ils appelaient ça du thé. Usage traditionnel. Fouetter avec de l'eau chaude, non bouillante, dans un petit bol, de façon cérémonieuse et intentionnelle, comme si la préparation elle-même faisait partie du médicament. 3. Miso. La pâte fermentée qui se cache à la base de chaque plat japonais. Entrez dans n'importe quelle maison japonaise le matin et vous trouverez de la soupe miso, non pas en guise d'apéritif, non pas comme une option, mais comme un élément fondamental et non négociable de la journée. Un bol de soupe miso, du riz et des légumes marinés constitue le petit déjeuner japonais. Cela fait des siècles que c'est ainsi, et les centenaires d'Okinawa et de Nagano en mangent tous les matins de leur vie. Le miso est fabriqué en faisant fermenter des graines de soja et souvent des céréales comme l'orge ou le riz, avec de la moisissure kōji et du sel. Le processus de fermentation peut prendre des mois, voire des années, selon la variété. Il en résulte une pâte si riche en activité enzymatique que les médecins japonais l'ont historiquement recommandée comme aide digestive, aliment antifatigue et aliment de convalescence après une maladie. Les populations probiotiques produites lors de la fermentation varient selon le style, mais tous les miso fermentés traditionnellement contiennent des souches de lactobacilles bénéfiques qui contribuent à la diversité du microbiome intestinal. Un microbiome diversifié est aujourd'hui l'un des indicateurs biologiques les plus fiables d'un vieillissement en bonne santé. Elle régule l'inflammation. Il produit des précurseurs de neurotransmetteurs. Il entraîne le système immunitaire. L'intestin n'est pas un organe distinct du cerveau ou du système immunitaire. C'est le siège social. Le miso contient également des isoflavones, des composés végétaux dont la structure est similaire à celle des œstrogènes et qui ont été largement étudiés en relation avec la densité osseuse, la santé cardiovasculaire et le vieillissement hormonal chez la femme. Les femmes japonaises, qui consomment quotidiennement du miso traditionnel, présentent des taux d'ostéoporose significativement inférieurs à ceux de leurs homologues issus de cultures ne consommant pas de soja fermenté. Usage traditionnel, dissous dans un bouillon d'ashi, avec du tofu, du wakame et des oignons verts, tous les matins sans exception. 4. Patates douces violettes d'Okinawa. Les fondements de la population la plus longévive jamais documentée.
Pendant la majeure partie du XXe siècle, les habitants d'Okinawa consommaient de la patate douce à presque tous les repas, non pas comme accompagnement, mais comme aliment de base principal. La patate douce violette, appelée beni emo au Japon, représentait depuis des générations plus de 60% de leur apport calorique quotidien. Et Okinawa possédait la plus forte concentration de centenaires au monde. Des chercheurs qui ont étudié le régime alimentaire traditionnel d'Okinawa ont fait une découverte qui remet en question les hypothèses de la nutrition moderne. Ce régime alimentaire était riche en glucides, pauvre en protéines, très pauvre en matières grasses et presque entièrement composé de plantes. Et les populations qui en consommaient vivaient plus longtemps, avec moins de maladies chroniques, moins de cancers, moins de maladies cardiovasculaires et une meilleure fonction cognitive jusqu'à un âge avancé, que presque toutes les autres populations jamais enregistrées. La patate douce violette n'est pas un hasard dans cette histoire. Il est riche en anthocyanes, ce qui signifie que son pigment violet provient de la même classe d'antioxydants que ceux présents dans les myrtilles et les raisins rouges. Ces composés réduisent le stress oxydatif, protègent les parois artérielles et ont des effets anti-inflammatoires documentés que les chercheurs ont maintenant directement liés à un ralentissement du vieillissement cellulaire sur des biomarqueurs mesurables. Son index glycémique, malgré sa saveur sucrée, est relativement modéré grâce à sa teneur en fibres. Elle nourrit les bactéries intestinales. Il contribue à la stabilité de la glycémie. Elle apporte des vitamines A, C et B6 à des concentrations qui soutiennent la peau, l'immunité et les fonctions neurologiques. Ce que les anciens d'Okinawa comprenaient intuitivement, la science nutritionnelle ne cesse de le confirmer. L'aliment anti-âge le plus puissant n'est ni rare ni cher. Il pousse dans le sol. Cela ne nécessite aucun traitement. Il suffit d'en manger tous les jours, toute votre vie. Utilisation traditionnelle. Cuit à la vapeur, bouilli ou cuit au four. Consommez simplement, consommez constamment, car c'est ce qui a toujours fonctionné. 5. Algues wakami. La pharmacie de l'océan dans une assiette japonaise. Il n'existe pas d'écosystème plus riche en nutriments que l'océan. Et aucun aliment ne concentre mieux les nutriments de l'océan que les algues. Le wakami, cette algue marine vert foncé qui flotte dans chaque bol de soupe miso et agrémente d'innombrables salades japonaises, est un produit de cette densité océanique. Le wakame est extraordinaire pour sa teneur en iode. L'iode est le minéral sans lequel la thyroïde ne peut pas fonctionner. La thyroïde est le régulateur du métabolisme, de la température corporelle, du rythme cardiaque et de la production d'énergie. L'hypothyroïdie, ou insuffisance thyroïdienne, est une épidémie dans les populations occidentales modernes. Elle contribue à la fatigue, aux troubles cognitifs, à la prise de poids et au vieillissement accéléré. Les populations japonaises qui consomment des régimes alimentaires traditionnels riches en algues présentent parmi les taux les plus bas de dysfonctionnement thyroïdien du monde industrialisé. Ce n'est pas un hasard. Outre l'iode, le wakami contient de la fucoïdine, un polysaccharide sulfaté présent exclusivement dans certaines espèces d'algues brunes. La fucoïdine a été étudiée pour son activité antitumorale, sa modulation immunitaire et sa capacité à inhiber la fixation virale aux cellules. Ses propriétés anti-inflammatoires et anticoagulantes font l'objet de recherches pharmaceutiques actives. Les communautés côtières japonaises le reçoivent gratuitement avec leur dîner depuis des siècles. Le wakame apporte également du calcium, du magnésium, du folate et toute la gamme des oligo-éléments que l'agriculture terrestre extrait de plus en plus des sols. C'est l'un des rares aliments végétaux qui fournit de la vitamine K sous les formes K1 et K2, et comme il est consommé en quantité relativement modeste dans le cadre d'un repas varié, sa teneur en sodium, qui est importante, n'atteint jamais des niveaux problématiques lors d'une utilisation traditionnelle. Utilisation traditionnelle, réhydratée et ajoutée à la soupe miso, assaisonnée de sésame et de vinaigre de riz dans les salades, servie en accompagnement de poissons
et de riz. 6. Tofu, la colonne vertébrale protéique silencieuse de la longévité d'une civilisation. La vision occidentale du tofu comme un compromis santé sans saveur passe complètement à côté de ce qu'est réellement le tofu dans la culture culinaire japonaise. Le tofu n'est pas un substitut de viande. C'est une protéine de base à part entière, forte de 1000 ans de développement culinaire et d'un profil nutritionnel qui soutient les organismes vieillissants d'une manière que les protéines animales ne peuvent souvent égaler. Tofu soyeux, tofu ferme, tofu affiné, tofu lyophilisé, appelé tofu koya. Chaque forme a sa fonction et son expression nutritionnelle distincte. Leurs points communs: des protéines complètes de haute qualité issues du soja, la présence de tous les acides aminés essentiels dans des proportions favorisant le maintien de la masse musculaire fait du maintien de cette masse, chez les personnes âgées, l'un des facteurs les plus importants et les plus négligés de la santé à long terme. La sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire liée à l'âge, est directement liée à la mortalité, aux chutes, au déclin métabolique et à la perte d'autonomie. Les centenaires d'Okinawa mangeaient du tofu tous les jours. Les isoflavones présentes dans le tofu méritent d'être mentionnées à nouveau dans ce contexte. La génastine et la diane, les principaux isoflavones du soja, activent les récepteurs d'œstrogènes de manière à favoriser la densité osseuse, la protection cardiovasculaire et la synthèse du collagène cutané chez les femmes vieillissantes, sans les risques associés aux traitements hormonaux de substitution pharmaceutique. Les femmes japonaises présentent des taux de gravité des symptômes de la ménopause inférieurs à ceux des femmes occidentales. Les chercheurs attribuent une part importante de cette différence à la consommation d'isoflavones tout au long de la vie. Le tofu est également pauvre en graisses saturées, facile à digérer pour les systèmes digestifs vieillissants et s'adapte à l'infini aux méthodes de préparation traditionnelles qui préservent son intégrité nutritionnelle. Utilisation traditionnelle: dans la soupe miso, en fondue chinoise, grillée en agadashi, consommé froid avec du gingembre et de la sauce soja en été. Quotidiennement, tout au long de la vie. 7. Sardines. Petits poissons qui ont bâti une nation d'anciens aux os robustes. Bien avant l'existence des capsules d'huile de poisson, les villages côtiers japonais consommaient des petits poissons entiers, arêtes comprises. Les sardines, appelées ewashi en japonais, sont aussi fondamentales que le riz dans le paysage culinaire traditionnel japonais. Et il s'avère que les arguments nutritionnels en faveur de leur consommation entière sont extraordinairement convaincants. Les acides gras oméga 3, EPA et DHA sont la principale raison biologique pour laquelle les populations consommant du poisson gras obtiennent systématiquement de meilleurs résultats que les populations ne consommant pas de poisson sur tous les marqueurs mesurables du vieillissement cardiovasculaire et cognitif. Le DHA est littéralement un composant structurel des membranes des cellules cérébrales. Lorsque l'apport alimentaire en DHA est suffisant, les cellules cérébrales communiquent plus efficacement, les dommages inflammatoires sont atténués et le taux de déclin cognitif ralentit sensiblement. Les recherches à ce sujet ne sont ni préliminaires ni contestées. Il s'agit de l'un des résultats les plus reproduits en sciences nutritionnelles. Les sardines sont exceptionnelles, même au sein de la catégorie des poissons gras, car elles sont petites, ont une durée de vie courte et se situent bas dans la chaîne alimentaire. Ils n'accumulent pratiquement pas de mercure ni de métaux lourds, tout en concentrant les oméga 3 à des niveaux comparables à ceux du saumon. Les consommer entiers, avec leurs os tendres et riches en calcium, apportent ce calcium sous une forme que les organismes vieillissants absorbent efficacement. Une portion peut fournir presque autant de calcium qu'un verre de lait. Dans le contexte anti-inflammatoire des oméga 3, le calcium, en se déplaçant, amplifie son effet net sur la densité osseuse. Leur teneur en vitamine D favorise l'absorption du calcium, la fonction immunitaire
et la régulation de l'humeur, qui se détériore en cas de carence en vitamine D. Leur sélénium soutient la fonction thyroïdienne et contribue à la production de glutathion, le principal antioxydant interne de l'organisme. Leur protéine complète permet de maintenir la masse musculaire. Il n'y a pratiquement rien qu'une sardine ne puisse faire. Utilisation traditionnelle. Grillé frais sur du charbon de bois, mijoté dans du dashi, séché et consommé entier comme en cas. Moins on leur fait subir, plus ils en font pour vous. 8. Nouilles soba. Le glucide de longévité oublié des montagnes japonaises. Avant que le riz ne domine les villes de plaine du Japon, les communautés montagnardes de Nagano et de Niha consommaient du sarrasin. Les nouilles soba, à base de farine de sarrasin, font partie des aliments les plus sous-estimés dans le débat sur la longévité. Ce n'est pas du riz, ce n'est pas du blé. Sur le plan nutritionnel, ils sont différents des deux. Le sarrasin n'est pas techniquement une céréale. C'est la graine d'une plante à fleurs. Cette distinction est importante car son profil nutritionnel diffère de celui des vraies céréales de manière significative. Il contient de la routine, un bioflavonoïde qui renforce les parois capillaires et réduit la fragilité vasculaire. Avec l'âge, les capillaires s'affaiblissent, la régulation de la pression artérielle devient plus difficile, les ecchymoses augmentent et le risque de microhémorragie s'accroît. La routine cible directement ce mécanisme. Le sarrasin contient également du diroéninotol, un composé qui a été étudié pour ses effets sensibilisateurs à l'insuline. Une meilleure sensibilité à l'insuline se traduit par une glycémie plus stable, une glycation des protéines et des tissus réduite et un ralentissement notable du vieillissement biologique. La charge glycémique des nouilles soba au sarrasin est nettement inférieure à celle des pâtes de blé raffinées ou du riz blanc, ce qui signifie qu'elles fournissent de l'énergie sans les pics de glycémie qui accélèrent le vieillissement cellulaire. La préfecture de Nagano, célèbre pour sa culture du soba, figure régulièrement parmi les régions du Japon où l'espérance de vie est la plus élevée. Les chercheurs qui étudient ce phénomène ont désigné l'alimentation comme une variable primordiale. Les soba font partie de cette histoire. Utilisation traditionnelle. Servi froid avec un bouillon en été ou chaud en hiver. La préparation est minimale. On a le droit d'être exactement ce que sont les nouilles. 9. Champignons shiitake. La médecine traditionnelle forestière déguisée en aliment de base. Les champignons shiitake sont utilisés dans la médecine traditionnelle japonaise et chinoise depuis plus de 2000 ans. Bien avant que la pharmacologie n'existe en tant que discipline, les praticiens prescrivaient du shiitake pour traiter la faiblesse immunitaire, la fatigue et la baisse de la circulation sanguine. Ce que l'immunologie moderne a découvert à l'intérieur de la paroi cellulaire du shiitake suggère que ces praticiens faisaient quelque chose de bien. La lentine, un polysaccharide bêta-glucane extrait du shiitake, est approuvée au Japon comme traitement adjuvant du cancer depuis les années 1980. Les bêta-glucanes activent les macrophages et les cellules tueuses naturelles, les défenseurs de première ligne du système immunitaire, avec une spécificité et une efficacité que la plupart des compléments immunitaires sont loin d'égaler. Avec l'âge, le système immunitaire décline, ce qui augmente le risque de cancer et d'infections chroniques. Les aliments qui stimulent activement le système immunitaire font partie des aliments les plus anti-âge qu'une personne puisse consommer. Le shiitake contient également de l'aérotadine, un composé qui réduit l'absorption du cholestérol en favorisant le métabolisme des acides biliaires. Son effet sur les taux de LDL a été démontré lors d'essais cliniques. Protection cardiovasculaire et activation immunitaire dans un seul champignon. Les cuisiniers japonais traditionnels ne cherchaient pas à être malins. Ils ne faisaient que cuisiner ce qui fonctionnait. Profil aromatique du shiitake. Sa saveur umami, provenant du glutamate et du guaninate, possède également une valeur anti-âge pratique. La saveur umami prononcée réduit le besoin en sodium en cuisine.
Un taux de sodium plus bas signifie une meilleure tension artérielle. Une meilleure tension artérielle signifie un vieillissement vasculaire plus lent. La nourriture est savoureuse et on n'y met pas de sel. Les deux résultats prolongent votre vie. Utilisation traditionnelle. Frais dans les sautés et les soupes, séchés et réhydratés pour une saveur plus intense et une concentration plus élevée en bêta-glucane. La version séchée, réhydratée dans de l'eau tiède, libère des composés que le champignon frais retient plus fortement. 10. L'edamame, le soja du quotidien qui se cache à la vue de tous. La moitié du monde de l'anti-âge est obsédée par les super-aliments exotiques provenant de forêts tropicales lointaines et d'anciennes apothicaires-ries. L'autre moitié mange des edamame dans les restaurants de sushi sans y penser à deux fois. L'edamame est constitué de jeunes graines de soja récoltées avant qu'elles ne durcissent, consommées fraîches ou cuites à la vapeur. Et c'est discrètement l'un des aliments végétaux les plus complets sur le plan nutritionnel. Les protéines végétales sont suffisamment complètes pour soutenir la synthèse musculaire. L'acide folique est essentiel à la réparation et à la méthylation de l'ADN. Le mécanisme épigénétique par lequel l'organisme régule l'expression des gènes. Des fibres qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Les isoflavones protègent les tissus osseux et vasculaires. Potassium, qui contribue au maintien d'une tension artérielle normale. Tout cela tient dans une poignée de haricots qui ne coûte presque rien. Il convient de souligner en particulier la teneur en fibres. Les fibres solubles issues des légumineuses constituent l'un des facteurs les plus fiables de la diversité du microbiome. La diversité du microbiome est l'un des plus forts facteurs biologiques du vieillissement en bonne santé, actuellement identifié par les chercheurs. Chaque gramme de fibres que vous consommez nourrit les communautés bactériennes qui produisent des acides gras à chaîne courte anti-inflammatoires que votre corps utilise pour réguler la fonction immunitaire, réparer la muqueuse intestinale et réguler l'humeur via l'axe intestin-cerveau. Edamame n'est pas une histoire dramatique. C'est tout simplement une nourriture de très bonne qualité, consommée très régulièrement par des personnes qui vivent très longtemps. Usage traditionnel. Bouillis dans de l'eau salée dans leur gousse, consommés comme en-cas avant ou pendant un repas, ou bien décortiqués et ajoutés au riz et aux salades. 11. Goya, la médecine amère de l'Okinawa que la plupart du monde n'a pas encore découverte. Juste ici, le numéro 11, celui dont j'ai parlé au début. Goya, melon amer, le légume le plus riche en nutriments du régime alimentaire d'Okinawa, et peut-être le plus intéressant d'un point de vue clinique. Goya n'est pas un plat agréable selon les critères occidentaux. C'est une amertume intense, agressive, qui fait reculer la plupart des Occidentaux. Les anciens d'Okinawa en mangent quotidiennement. Ils en ont consommé tous les jours de leur vie, et les régions d'Okinawa, où la consommation de Goya est la plus élevée, ont historiquement produit les plus fortes concentrations de centenaires au monde. Voici pourquoi les chercheurs y prêtent attention. Goya contient un composé appelé charantine, ainsi que le polypeptide P et la vine, qui ont démontré des effets hypoglycémiants dans des modèles cliniques. De nombreuses études ont démontré que la consommation de melons amers entraîne des réductions mesurables de la glycémie à jeun et des améliorations de la sensibilité à l'insuline. La régulation de la glycémie n'est pas un problème exclusivement lié au diabète. La glycation, processus par lequel le glucose en excès se lie aux protéines et endommage les tissus, est l'un des principaux mécanismes à l'origine du vieillissement cutané, de la neurodégénérescence et du raidissement vasculaire dans la population générale. Tout ce qui contribue à stabiliser la glycémie a, d'un point de vue biochimique direct, un effet anti-âge. Goya est également riche en vitamine C, vitamine K, folate et zinc. Ces composés amers stimulent la production d'enzymes digestives et la sécrétion de bile, améliorant ainsi l'absorption de tous les autres nutriments du repas. La médecine traditionnelle d'Okinawa le considérait à la fois comme un aliment et un remède,
sans faire de distinction entre les deux. L'amertume est le signal. Chaque composé qui permet à Goya d'agir est contenu dans ces molécules amères. Enlever l'amertume, c'est enlever le médicament. Traditionnellement, on l'utilise sauté avec du tofu, des œufs et du porc dans un plat appelé Goya champuru. On en mangeait parce qu'il y en avait, parce que c'était traditionnel, et parce que toutes les grands-mères en mangeaient. 12. Radis daikon, l'ingénieur digestif de la table japonaise. Chaque repas traditionnel japonais s'accompagne de daikon sous une forme ou une autre. Râpé cru avec du poisson grillé, mariné et coloré avec du riz, ou mijoté dans les ragoûts divers jusqu'à ce qu'il absorbe le bouillon. Sa présence est si constante que la plupart des gens qui en consomment ont cessé de la remarquer. Voilà exactement le profil d'un aliment qui œuvre discrètement depuis des siècles. Le daikon appartient à la famille des crucifères, ce qui signifie qu'il contient des glucosinolates, des composés qui se décomposent en isothiocyanates et en indoles, qui soutiennent les enzymes de détoxification du foie et ont des effets anticancéreux documentés. L'enzyme myroïnase présente dans le dacon brut active ces composés par contact. C'est pourquoi le dacon cru râpé, servi à côté d'aliments grillés ou gras, n'est pas qu'une simple garniture. Il s'agit d'une préparation digestive fonctionnelle. Le diken est également très riche en enzymes digestives, notamment l'amalayase, la diastase et l'estérase, qui décomposent l'amidon et les graisses et réduisent la charge digestive sur le pancréas. Une réduction du stress pancréatique sur des décennies d'alimentation se traduit par une meilleure fonction métabolique à mesure que le corps vieillit. La teneur en vitamine C est significative. L'acide folique favorise la réplication cellulaire et la réparation de l'ADN. Et ces fibres, solubles et insolubles, nourrissent les bactéries intestinales et favorisent la régularité du transit intestinal, un problème fréquent chez les populations vieillissantes. Dans la culture japonaise, le daikon est considéré comme un aliment rafraîchissant qui dissipe la chaleur et réduit la stagnation interne. La médecine traditionnelle n'explique pas toujours ces mécanismes en termes biochimiques, mais ces mécanismes existent bel et bien. Usage traditionnel. Râpé frais, mariné comme du takan, mijoté dans de l'odin ou finement tranché dans les salades. Sous toutes ses formes, en toute saison. 13. Umaboshi. La prune salée que les anciens Japonais mangent chaque matin depuis 1000 ans. L'umaboshi est l'un des plats les plus extrêmes de la cuisine japonaise. Extrêmement acide, agressivement salé. Une simple petite prune marinée, suffisamment acide et salée pour bouleverser complètement votre perception du goût des aliments. Les grands-mères japonaises en mangent un tous les matins. Ils l'ont fait toute leur vie. La prune yumi n'est pas une prune au sens occidental du terme. Il est plus proche de l'abricot. Et le processus de saumurage, qui utilise du sel et traditionnellement des feuilles de shiso rouge, produit une chimie sensiblement différente de celle du fruit frais. L'umi obtenu contient de l'acide citrique à des concentrations exceptionnellement élevées. L'acide citrique possède des propriétés antimicrobiennes avérées, des effets alcalinisants sur le pH interne du corps après métabolisme, et des propriétés antibactériennes directes contre les bactéries les plus fréquemment responsables des intoxications alimentaires. Historiquement, les soldats japonais emportaient de l'homme au combat, à la fois pour reconstituer leurs réserves d'électrolytes et pour conserver leurs aliments. Le processus de saumurage génère également des composés qui stimulent la production d'enzymes digestives et l'appétit, faisant de l'umoshi un stimulant gustatif matinal traditionnel qui a pour effet biochimique de préparer l'intestin au premier repas de la journée. Remarque importante, l'umi est très riche en sodium. La consommation traditionnelle consiste à prendre une petite prune par repas, et non une poignée. Dans ce contexte, et dans le cadre d'un régime alimentaire global pauvre en sodium, les bienfaits sont réels. Utilisé comme substitut du sel ou consommé en excès, l'apport en sodium devient la principale préoccupation.
Usage traditionnel. Une petite prune avec du riz et de la soupe miso le matin, en guise de condiment, d'assaisonnement ou de remède digestif après un repas copieux. 14. Komu. Les fondements invisibles de la saveur japonaise et de sa nutrition minérale. Komu est la raison pour laquelle la cuisine japonaise a ce goût si particulier. Il s'agit d'une algue épaisse, récoltée dans les eaux froides et riche en minéraux d'Hokkaido. Et lorsqu'on la fait mijoter dans l'eau, elle libère du glutamate, l'acide aminé qui active les récepteurs umami, et produit cette saveur riche et savoureuse qui caractérise la cuisine japonaise. Le dashi, bouillon de base de la cuisine japonaise, est préparé à partir de komu. Presque tout dans la cuisine japonaise commence par du dashi, ce qui signifie que presque tout commence par du komu. Ceci est important sur le plan nutritionnel, car les minéraux contenus dans le komu sont transférés dans le liquide de cuisson. Chaque bol de soupe miso préparé avec du dashi de bambou apporte de l'iode, du calcium, du magnésium, du potassium et toute une série d'oligo-éléments difficiles à trouver ailleurs dans une alimentation moderne. L'iode provenant du bambou figure parmi les sources alimentaires les plus biodisponibles de ce minéral essentiel pour la thyroïde. Komu contient également de la fucoïdine en concentration encore plus élevée que wakame, ainsi que de l'acide algénique, une fibre gélifiante qui ralentit la vidange gastrique, stabilise la réponse glycémique après les repas et se lie aux métaux lourds dans l'intestin pour faciliter leur excrétion. Dans les populations fortement exposées aux métaux lourds environnementaux, l'algénate alimentaire a des effets protecteurs mesurables. Le fait que le komu soit généralement retiré du bouillon avant d'être consommé et que le liquide de cuisson soit également consommé signifie que la plupart de ces bienfaits sont apportés de manière invisible par les aliments qui l'aromatisent. Il agit sans se faire remarquer. Utilisation traditionnelle comme base du bouillon dashi dans la soupe miso, les bouillons de nouilles et les plats mijotés. Rarement consommés directement, toujours présents. 15. Graines de sésame. La graine de longévité que les aînés japonais consomment en abondance. Au Japon, les graines de sésame ne sont pas utilisées comme garniture. Ils sont un condiment quotidien, un ingrédient de base des vinaigrettes et des sauces, une présence constante dans les petits plats qui accompagnent chaque repas. Les légumes assaisonnés de pâte de sésame moulue apparaissent sur les tables japonaises, avec la même régularité que l'huile d'olive sur les tables italiennes. Cette constance explique en partie pourquoi son effet nutritionnel cumulatif est si important. Le sésame contient du sésame et des lignines de sésame qui sont transformées par les bactéries intestinales en composés ayant une activité anti-inflammatoire et antioxydante modulatrice des œstrogènes documentés. Ces lignines ont été étudiées pour leur capacité à réduire l'oxydation du LDL, à abaisser la pression artérielle et à protéger le foie du stress oxydatif. La teneur en graisse du sésame est principalement composée de graisses insaturées, avec un rapport équilibré entre les oméga 6 et les oméga 3, ce qui favorise plutôt que de compromettre l'équilibre inflammatoire. La vitamine E, principalement sous forme de gamma-tocophérol, offre une protection antioxydante aux membranes cellulaires, distincte et complémentaire de celle de l'alpha-tocophérol présent dans la plupart des suppléments de vitamine E. Le gamma-tocophérol est particulièrement efficace pour neutraliser les espèces réactives de l'azote. Les molécules inflammatoires, que l'alpha-tocophérol seul ne peut pas cibler. Le sésame est également riche en calcium, zinc, magnésium et cuivre, ce qui indique que la consommation de graines entières, en particulier moulues ou sous forme de pâtes de type tahini, les rend hautement biodisponibles. La richesse minérale du sésame est sous-estimée dans la nutrition occidentale. 2 cuillères à soupe de graines de sésame apportent plus de calcium qu'un verre de lait. Utilisation traditionnelle. Réduite en pâte de sésame pour les vinaigrettes, grillée et saupoudrée sur le riz et les légumes.
incorporé dans les sauces, pressé quotidiennement sous toutes ses formes pour obtenir de l'huile de sésame. 16. Le yuzu, l'agrume japonais que le reste du monde n'a pas encore découvert. Le yuzu n'est pas un fruit courant sur les marchés occidentaux. Il est petit, intensément aromatique et produit relativement peu de jus par fruit. C'est également l'un des agrumes les plus extraordinairement complexes qui existent. Son parfum, à lui seul, vif et floral, avec une profondeur que le citron et le citron vert ne peuvent égaler, a fait l'objet de recherches en aromathérapie, démontrant des réductions mesurables des hormones du stress grâce à la seule odeur. Mais les atouts nutritionnels du yuzu reposent sur sa concentration en vitamine C et son profil en flavonoïdes. Le yuzu contient de l'hespéridine, de la narutine et un flavonoïde spécifique appelé flavone de yuzu, qui ont été étudiés pour leurs effets anti-inflammatoires, neuroprotecteurs et hypotenseurs. Sa teneur en limonine, présente dans l'écorce, soutient les enzymes de détoxification du foie selon les mêmes voies que le citron italien, mais avec un profil de composés aromatiques distinct que les chercheurs étudient actuellement indépendamment. La vitamine C, comme évoqué dans le contexte des citrons italiens, est le facteur limitant la vitesse de synthèse du collagène. Sans un apport quotidien suffisant en vitamine C, l'organisme ne peut pas maintenir la matrice de collagène qui assure la fermeté de la peau, l'intégrité du cartilage articulaire et l'élasticité des parois artérielles. Ce sont précisément ces tissus qui présentent les effets les plus visibles et les plus dangereux du vieillissement. Le yuzu apporte de la vitamine C ainsi qu'un ensemble de flavonoïdes synergiques qui prolongent sa demi-vie dans l'organisme et améliorent son absorption et son utilisation. La culture esthétique japonaise considère le yuzu comme quelque chose de quasi sacré. Ce parfum est utilisé dans le bain lors du solstice d'hiver. On utilise le zeste dans les sauces et les desserts tout au long de l'année. Cette tradition repose sur la préservation instinctive de ce que le corps reconnaît comme précieux. Usage traditionnel. Zeste et jus dans la sauce panzu, utilisée dans les bains chauds en hiver, comme arôme dans les desserts, le vinaigre et les bouillons de nouilles froides. 17. Shiso, l'herbe médicinale que la plupart des gens dans le monde n'ont jamais goûtée. Le shiso est l'herbe aromatique qui pousse dans tous les jardins japonais et que la plupart des Occidentaux ayant mangé des sushis ont rencontré sans même s'en rendre compte. La grande feuille verte dentelée, parfois placée sous les sushimi. La feuille pourpre qui vire au rouge saumure. Elle est utilisée depuis plus de 2000 ans dans la médecine traditionnelle japonaise et chinoise pour traiter les maladies respiratoires, les troubles digestifs et les intoxications alimentaires. Les composés bioactifs du shiso comprennent l'acide rosmarinique, un puissant composé anti-inflammatoire et antioxydant qui inhibe les enzymes à l'origine de la réponse histaminique, ce qui signifie que le shiso possède de véritables propriétés anti-allergiques. C'est en partie pour cette raison qu'il a toujours été associé au poisson cru. Ses propriétés antimicrobiennes réduisent le risque de contamination par des agents pathogènes d'origine alimentaire, et ses composés anti-inflammatoires atténuent la réponse immunitaire à ceux qui parviennent à passer. Le pila-aldéhyde, composé responsable de la saveur anisée piquante caractéristique du shiso, possède une activité antimicrobienne documentée contre de nombreux organismes pathogènes et responsable de la détérioration des aliments. Les flavonoïdes lutolin et apigénine, présents dans les feuilles de shiso, ont été étudiés pour leur capacité à inhiber la signalisation inflammatoire des cytokines, à réduire l'inflammation induite par l'histamine et à protéger les neurones des dommages oxydatifs. Le shiso est également l'une des sources végétales les plus riches en acide alpha-linolénique, un acide gras oméga 3 d'origine végétale. Bien que moins biodisponible que l'EPA et le DHA provenant du poisson, il contribue à l'équilibre global des acides gras anti-inflammatoires qui caractérisent les régimes alimentaires traditionnels japonais. Utilisation traditionnelle,
feuilles fraîches enroulées autour de sashimi, hachées et mélangées au riz, effilochées sur des nouilles froides et utilisées comme feuilles de conservation dans les préparations marinées. 18. La courge kabocha, ce légume orange anti-âge que les familles japonaises consomment chaque hiver. Kabota est une citrouille japonaise. Elle est dense, sucrée et d'un orange profond, ce qui indique clairement qu'elle est extraordinairement riche en caroténoïdes. Le bêta-carotène, le pigment responsable de cette couleur orange, est transformé par l'organisme en vitamine A, et la vitamine A est indispensable à l'intégrité de la peau, à la fonction immunitaire et à la santé de la vision, en particulier à la vision nocturne et à la prévention de la dégénérescence maculaire. Mais le kabota ne se limite pas au bêta-carotène. Il contient de l'alpha-carotène, un caroténoïde, que des études épidémiologiques humaines ont associé à une mortalité globale plus faible, ce que peu de nutriments individuels peuvent revendiquer. Elle contient des caroténoïdes, la lutéine et la zacantine, qui s'accumulent dans la macula de l'œil et protègent contre les dommages oxydatifs responsables de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Actuellement, la principale cause de cécité chez les personnes âgées. Consommer régulièrement du kabocha protège, de manière documentée, votre vue pour les décennies à venir. La teneur en fibres favorise la santé intestinale et la stabilité de la glycémie. Le potassium contribue à la régulation de la pression artérielle et la vitamine C, associée aux caroténoïdes, procure un effet antioxydant synergique sur la peau, favorisant la protection du collagène et l'atténuation des dommages causés par les UV de l'intérieur. Le kabocha est également naturellement assez sucré pour qu'il ne nécessite aucun sucre ajouté lorsqu'il est préparé simplement. Dans l'alimentation japonaise traditionnelle, il remplace souvent l'élément sucré d'un repas. Satisfaction ancestrale de l'envie sans conséquences glycémiques. Usage traditionnel. Mijoté dans un bouillon de soja sucré appelé nimono. Rôti jusqu'à caramélisation. Ajouté à la tempura. Préparé simplement en fonction de la saison. Consommé en grande quantité. 19. Thé vert sencha. Le rituel antioxydant quotidien de 120 millions de personnes. Si le matcha est l'expression cérémoniale concentrée de la culture du thé vert japonais, le sencha en est la pratique quotidienne. La plupart des foyers japonais préparent du sencha plusieurs fois par jour. Dans la préfecture de Shizuoka, berceau du thé vert au Japon, les personnes âgées en boivent du matin au soir. Ils ont fait cela toute leur vie. Et Shizuoka abrite régulièrement certaines des populations les plus longévives du Japon. Le sencha est infusé à partir de feuilles entières, infusées dans de l'eau légèrement moins chaude que l'eau bouillante, afin de préserver sa teneur en catechine. Il contient de l'EGCG, le même puissant antioxydant que l'on trouve dans le matcha, ainsi qu'un spectre plus large de cacans, notamment l'épixine, le galate d'épixine et l'épigallocatène. L'association de ces composés dans leurs proportions naturelles semble avoir des effets synergiques que les suppléments de caquine isolés ne reproduisent pas pleinement. Cena contient également de la théine quercétine et une quantité modérée de caféine. Le rituel quotidien de préparation et de consommation de thé vert constitue, d'un point de vue neurologique, une pratique de réduction du stress de faible intensité. L'association de la théine et du rituel lui-même a des effets mesurables sur le cortisol. Un taux de cortisol chronique plus faible signifie un vieillissement surrénalien plus lent, une meilleure qualité de sommeil et une réduction des signaux inflammatoires dans tout le corps. Des études de cohortes japonaises de grande envergure ont établi un lien entre la consommation de thé vert et des taux significativement plus faibles de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et de déclin cognitif. Il ne s'agit pas de résultats préliminaires. Ce sont des observations à grande échelle, reproduites au niveau de la population, provenant de certaines des populations les plus étudiées en épidémiologie nutritionnelle. Usage traditionnel.
infusé plusieurs fois par jour à partir de feuilles fraîches dans une petite théière. Non pas comme un complément, mais comme une habitude aussi naturelle que la respiration. 20. Sukimono. L'ancienne pratique de conservation qui était considérée comme de la médecine intestinale, avant même que l'on ait un mot pour désigner le microbiome intestinal. Et nous voici au numéro 20, celui qui nécessite du contexte pour être compris. Parce que tous les sukimono ne sont pas identiques. Sukimono signifie simplement « aliments marinés ». Cette catégorie comprend à la fois les légumes lacto-fermentés, ayant une véritable activité probiotique, et les légumes salés ou marinés au vinaigre, savoureux et sains, mais non fermentés par des bactéries vivantes. Cette distinction est importante et mérite d'être abordée avec honnêteté. Les véritables légumes lacto-fermentés comme le nussi, les légumes fermentés dans des lits de riz qui développent des cultures bactériennes vivantes pendant des jours et des semaines, sont de véritables aliments probiotiques, au même titre que la choucroute et le kimchi. Les populations bactériennes qu'elles contiennent colonisent l'intestin de manière transitoire, contribuent à la diversité du microbiome et produisent des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation systémique. Les légumes eux-mêmes, généralement le concombre, le daikon, la carotte et l'aubergine, conservent leur teneur en fibres grâce à la fermentation, offrant ainsi aux bactéries bénéfiques un substrat supplémentaire sur lequel travailler. Les sukimono, marinés au vinaigre, en revanche, sont acidifiés plutôt que fermentés. Ce ne sont pas des probiotiques, mais ils sont tout de même riches en fibres, pauvres en calories, traditionnellement pauvres en sucre, et contribuent de manière significative à la variété des légumes et à la stimulation des enzymes digestives avant un repas. Dans le contexte plus large de la longévité japonaise, le sukamono représente une habitude culturelle, consistant à consommer des légumes fermentés et conservés comme une composante quotidienne et incontournable de chaque repas, et non comme un aliment santé spécialisé, comme un accompagnement du riz. Chaque repas, chaque jour, pour toute une vie. Cette constance accumulée au fil des décennies est précisément ce qui permet aux traditions culinaires ancestrales de protéger contre le vieillissement. Non pas grâce à un seul composé miraculeux, mais grâce à une pratique quotidienne et progressive tout au long de la vie, consistant à manger ce qui a toujours fonctionné, selon les usages traditionnels. Un petit plat de pickles variés accompagne chaque repas, du matin au soir, variant selon la saison, mais immuable par habitude. 20 aliments. Des milliers d'années d'utilisation quotidienne continue. Une civilisation qui a bâti sa culture, son agriculture, ses rituels et ses rythmes quotidiens autour des éléments qui permettaient aux gens de vivre longtemps et en bonne santé. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Les aînés d'Okinawa, qui ont atteint l'âge de 100 ans, ne suivaient aucun protocole. Ils ne prenaient pas de compléments alimentaires, ne suivaient pas leurs apports en macronutriments et ne lisaient pas d'études nutritionnelles. Ils cuisinaient ce que cuisinait leur grand-mère. Du natto le matin, de la soupe miso à chaque repas, des algues dans le bouillon, du melon amer dans les sautés, du thé vert du lever au coucher du soleil. La science moderne, avec ses essais cliniques et l'imagerie cellulaire, arrive sans cesse aux mêmes conclusions que celles que ses grands-mères connaissaient déjà. Les aliments fermentés nourrissent les bactéries intestinales qui régulent tout le reste. Les petits poissons gras sont bons pour le cerveau et protègent le cœur. Les composés amers stimulent les voies de détoxification qui éliminent les toxines liées au vieillissement de l'organisme. Les aliments violets protègent les mécanismes cellulaires qui vieillissent le plus rapidement. Ces choses n'ont pas été découvertes en laboratoire. Leur présence a été confirmée. Et avant de partir, sachez que la qualité et la préparation sont importantes ici, comme partout ailleurs. Le natto correctement fermenté n'est pas la même chose que le produit qui a été traité thermiquement et stabilisé pour l'exportation de masse. Le sencha, infusé à partir de feuilles fraîches, à la température idéale, n'est pas la même chose que l'extrait de thé vert en capsule.
Le sukamono lacto-fermenté traditionnel n'est pas la même chose que les légumes marinés dans une saumure de vinaigre industriel. Chaque élément de cette liste possède une version réelle et une version fantôme. La véritable version est celle sur laquelle se sont construits des siècles de culture japonaise. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt natto, melon amer ou champignon? Je les ai tous lus. Si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton et activez les notifications. Nous publions un message chaque semaine.